Bonjour à toutes et à tous et bon réveil, cette circonstance. Nous sommes en direct en ce dimanche 11 juillet et on vous accueille en forme car on est en forme pour le premier numéro de Brise d'été qui aura lieu cet été tous les vendredis et samedis de 9h à 10h30 et les dimanches de 8h30 à 10h. Et pour ce premier numéro, on vous a concocté un programme pas piqué des hannetons. Et pour commencer, nous allons aller voir du côté des alumni de HEC Alger pour voir ce qui se passe dans nos écoles de commerce. Après, on fera un voyage de l'autre côté de notre jolie ville, dans une autre grande école du côté d'Al Harraj pour voir ce qui se passe au CAP, club étudiant de l'École nationale polytechnique qui organise sa 3e édition du Charity Festival. Écume et patrimoine est de retour avec Samira Hadjamar aux commandes qui nous parlera cette fois-ci du parc des mosaïques de Cherché. Attention chers téléspectateurs, spoiler alerte, il y a du gaz dans l'eau entre Tétis et Pelé. Nous aurons également le plaisir de recevoir le coach de vie Ben Boukendaji Touari Khadija qui nous démontrera l'importance du coaching dans notre vie quotidienne. Une autre rubrique qui sent bon l'été est de retour également avec Mariam Oussaïd qui viendra titiller nos naseaux avec un parfum de lavande, une plante qui nous rappelle certainement les armoires de nos mamies. Et nous terminerons ce premier numéro de Brise d'été avec un événement sportif qui vous a fait certainement vibrer hier. C'est la finale de la CAF JSK versus Raja Casablanca avec Murtal Hamani, expert en sport made in Canal, qui viendra nous en parler. Mais avant d'aller plus loin, la très chère Mina Abed va faire la pluie et le beau temps sur le plateau. Allez, c'est y part pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Hello Mina, alors aujourd'hui, parapluie ou parasol? D'accord. C'est un petit peu comme hier, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, chaud, on va essayer de s'améliorer la semaine prochaine avec Ouais. les jeux de mots. D'accord, Faut je essayer note, de- je prends note, j'apprends. Oui, oui, oui. Ouais, parce que là, ça passe. Ouais, voilà. Et bonjour à tous, très bon réveil. Ben voilà, un sourire de bon matin, ça fait plaisir. Oui, on a la pêche, n'est-ce pas? Oui, un peu plus de. On T'es y va. jeune, un peu. Du peps, Oui, de la patate, ça de la serait pêche. encore mieux, Voilà, un du petit peu peps. comme maintenant, T'as vu? tout au long de l'émission. Ça serait pas C'est mal. parti, c'est y part. Allez, bonjour à tous. Excellent réveil de la brume des nuages bas comme d'habitude en début de matinée sur les régions côtières et puis un ciel plutôt voilé, voilé sur les côtes ouest, centre et est, voilé également sur les régions intérieures avec des orages, quelques pluies à partir de l'après-midi, des pluies également en fin d'après-midi cette fois-ci vers l'extrême sud avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Gard et le Tassili, la Saoura et les Oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera des températures quasiment caniculaires. Et il ne faut pas oublier que c'est des températures à l'ombre avec 38 degrés du côté d'Alger. On notera 42 degrés du côté de Constantine, 45 à Tizi Ouzou, ainsi qu'à Chlef et Rilizan, 46 degrés. À Gardaya, 43 degrés. À Béchar, 45 à Tindouf. Enfin, la maximale atteindra les 48 degrés du côté d'Adarar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme, donc autant en profiter. Une mer calme, notamment à l'est et à l'ouest du pays, peut agiter sur le centre avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est, et entre 20 et 40 km/h sur le centre. On passe tout de suite de l'autre côté de la Méditerranée en Europe, où le ciel restera assez couvert avec des pluies, parfois sous forme d'averses, notamment à Berlin, Vienne, des nuages à Paris, Londres, un ciel dégagé à Rome, Istanbul, voilé à Kiev, côté Mercure, on notera 32 degrés à Moscou, 33 à Kiev, 30 degrés à Istanbul, 34 à Rome, 24 degrés à Paris, 21 à Londres et enfin on notera jusqu'à 42 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée et n'oubliez pas de vous hydrater. À tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina Abed, merci pour cette météo, donc il va faire chaud, donc parasol. Donc alors nous, on reste ensemble, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec une super chanson de Hamid Baroudi, Ana Amri Maak. خليني على حالي كيس بابي شباب جرحي عمري يا ربي حسن عوني غرام الداني وشغل
Alors, de retour, nous sommes de retour sur le plateau de Brise d'été. Nous sommes en direct depuis 8h30 et nous allons nous intéresser à ce que fait HEC Alger avec son club alumni. Et pour ce faire, j'ai trois super personnes représentant le club alumni. Et pour en parler ce matin, j'ai avec moi Rassim Daoudi. Rassim, tu es chargé des relations extérieures. Rassim, bonjour et merci d'être parmi nous ce soir. Ce matin, pardon. Il y a pas de Parce qu'en fait, souci. tu vois, comme il fait pas très... Il y a beaucoup de lumière, j'ai l'impression que c'est la nuit. Tout à fait, exactement. Bonjour Samy, déjà merci beaucoup de nous accueillir sur le plateau de Canal Algérie. C'est toujours un plaisir pour nous d'y être, de parler de notre club, de nos objectifs, de nos visions sur ce plateau. Pour commencer, je suis Daoudi Rassim, je suis, comme vous l'avez si bien présenté, je suis... On peut se tutoyer, hein. Ben, Sauf si tu veux que je te vous vois maintenant. Non, ça c'est du autre tout. chose. Non, du tout, c'est juste l'habitude. Juste l'habitude. Je suis, je suis chargé des relations externes pour Alumni HEC Alger. Et je suis aujourd'hui avec deux membres de deux départements différents. D'ailleurs, je me tourne vers eux et je me tourne vers Kenza. Kenza, Rebahi, bonjour, tu es nouveau membre du club alumni. Est-ce que tu as la pêche Bonjour ce à matin? tous, merci de nous avoir invités. T'as la pêche? Ça va, voilà, alhamdoulilah. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au club alumni? Qui es-tu dans ce club alumni? Je suis membre du département de communication, donc on s'occupe de la création de contenu. Au sein du club. Exactement, au sein du club, donc du développement d'idées jusqu'à la réalisation du contenu. Je suis aussi community manager du réseau social LinkedIn pour le club. On rappelle qu'est-ce qu'un community manager au CM, donc tu t'occupes un petit peu des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, des communautés. Exactement. Très très bien. Je me tourne vers the last but not least. Yes. Monsouf Mamri. Alors, tu es également nouveau membre de HEC Alger. Tu complètes la discussion avec nous autour du club alumni. Salut. Exactement. Alors, je suis Mamri Monsouf, étudiant à HEC comme vous l'avez dit. Et je suis membre dans le département des relations publiques. Donc, je m'occupe de tout ce qui est sponsoring et partenariat. Beaucoup plus. Parfait, très bien. Alors, avant qu'on aille plus loin, en fait, j'ai envie de commencer par toi, Rassim. En fait, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà, tu nous rappelles ce que c'est un alumni et qu'est-ce qu'un club alumni. Donc déjà pour commencer, un alumni, pour simplifier le terme et la définition, un alumni c'est un ancien diplômé de l'école. Donc, quelle que soit l'école, pas forcément HEC. Oui, tout à fait. C'est un ancien diplômé d'une école. Mais quand on parle par exemple d'alumni HEC Alger, ça c'est pour dire que c'est un ancien étudiant de différentes d'antérieures promotions de l'école, que ce soit INC ou bien vers la transition. On est passé de INC à HEC. Donc, vous êtes toujours sur l'ancien site de l'INC ou est-ce que vous avez déménagé? Non, on n'est plus à Benaknoun, on est actuellement au niveau du pôle universitaire de Koléa. Très bien. Donc c'est loin, oui, c'est loin. Mais ça doit être cool. Ça en vaut le coup. Oui, oui, ça vaut le coup Ça parce qu'en réalité, à Benaknoun, on n'avait pas toute la belle vue qu'on a à Koléa. Donc ça va, franchement, oui, on s'y fait. Ça sent bon les pâquerettes. Hein. Non, c'est vraiment bien à Koléa. Et Alumni HEC Alger, pour ceux qui ne connaissent pas le club, c'est un club scientifique de l'école des hautes études commerciales. On a pour finalité l'insertion professionnelle et la création d'un réseau professionnel, justement. D'où l'intérêt d'avoir en fait d'anciens de l'école pour l'insertion dans le circuit professionnel. Exactement, on est en quelque sorte une mise en relation entre les anciens diplômés de l'école et ceux en cours de formation qui sont nous actuellement. Très bien, parfait, génial. Alors, je vais me retourner vers notre community manager de service. Alors, est-ce qu'en fait, en quelle année le club alumni a été créé? Alors, le club il a été créé en 2015. D'accord, donc c'est quand même assez récent. Donc c'est une initiative qui a maintenant 6 ans. Exactement. D'accord. 2015, oui. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, il a beaucoup évolué. Moi, personnellement, j'ai compris qu'il y avait plusieurs organisations qui ont été adoptées au fil du temps. Et tu y adhères depuis quelle année? Alors moi, depuis cette année. D'accord. Mais, enfin, j'ai toujours connu le club, mais je n'ai jamais fait partie du club jusqu'à cette année. D'accord, parfait. Monsouf, par rapport à ça, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour adhérer à un club alumni? Quand, par exemple, toi, tu es étudiant à HEC. Oui, comment je suis un nouveau étudiant. D'accord. Tu es en quelle année? Master, Très bien. Donc ça veut dire que c'est ta 4e année là-bas.
Non, j'ai fait mes 200 préparatoires à Constantine, à l'École supérieure de comptabilité et finance. D'accord. Et après le concours, je me suis orienté vers HEC ici. D'accord. Justement, parce qu'on a un système qui est quand même assez différent du système LMD. Donc, on a 2 ans de classe préparatoire. Ensuite, on passe le concours national d'accès aux grandes écoles de commerce. Qui est ouvert à l'échelle nationale. Oui, oui, à tout toutes à les fait. écoles de On est- commerce. Exactement. On est Huit avec écoles. 8 écoles, tout à fait. Donc, on passe un concours. Et ben, que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Et généralement, le premier choix, c'est parmi les premiers. Ouais, faut être parmi les premiers pour être à HEC. C'est le choix le plus demandé à l'échelle nationale. Oui, oui, tout à D'accord, fait. très bien. Oui. Ah, Donc- c'est mal le concours cette année. Et je suis là, au lieu de réviser. Ah, ok, d'accord, ok. Bon courage, hein. Il y a de la concurrence, hein, parce que là, le niveau Ouais, est haut, tout à hein, fait. à gauche. Ah oui. Alors, dis-moi, et, donc tu es arrivé cette année à HEC, Ouais. donc comment en fait s'est faite ton insertion dans le club alumni? Alors? Comment s'est fait ton insertion dans le club alumni? En Alors, fait, comment ils ont fait pour te recruter? Est-ce que c'est toi qui t'es dirigé vers eux ou est-ce que c'est eux qui sont Non, venus alors, vers toi? pour entrer à Alumni, il faut suivre les réseaux sociaux tout simplement pour avoir Donc, l'annonce. sur Scanza. Oui, community manager. Après avoir vu l'annonce qu'il y a un recrutement, je me suis inscrit. Donc il y avait 2 étapes. La première étape, c'est de remplir un formulaire, bien sûr. Et après, on passe à un entretien. D'accord, C'est la très bien. dernière étape. Parfait. Entretien face à face. Donc là, on a bien compris à peu près qu'est-ce qu'un Et alumni. Pardon, si je peux Oui. rajouter quelque chose, c'est que, comme l'a si bien précisé Mansef, on commence d'abord par remplir un formulaire qui est partagé au préalable sur nos réseaux sociaux. Ensuite, on fait un traitement de formulaire, c'est-à-dire il y a des questions sur les motivations et ainsi de suite. On sélectionne des membres, on les contacte pour un entretien. Et l'entretien, c'est plus un entretien de motivation. Donc, on juge un membre selon ses motivations et c'est tout. Est-ce qu'il a Majoritairement. l'esprit d'innovation? Exactement, Oui. mais majoritairement la Vous motivation. recherchez quoi? À part la motivation? La motivation. La D'accord. motivation, vu qu'on apprend tout au sein du club. Personnellement, j'ai adhéré au club, je peux me permettre de le dire, mais je n'avais pratiquement aucune connaissance dans divers domaines. Et c'est grâce au club Alumni HEC Alger que j'ai développé pas mal de compétences. Parfait, génial. Et en fait, là, tu embrayes bien sur ce que je voulais dire. Donc en fait, là, on sait ce que c'est un alumni. On sait ce que c'est un club alumni. Donc Oui. un alumni, ça peut être un ancien de l'école qui vient dans le club alumni, dont vous faites aussi, vous, partie, les nouveaux, pour pouvoir vous faire insérer dans le réseau monde professionnel, professionnel. le monde professionnel un peu plus tard. On sait maintenant comment fonctionne votre club, mais quels sont en fait les objectifs du club à part l'insertion professionnelle? Est-ce que vous avez d'autres objectifs? Parce que là, tu me dis que tu as appris pas mal de choses, tu as appris des skills là-bas. En fait, quels sont les réels objectifs aussi Je au-delà de ça? pourrais répondre à cette question, mais apparemment c'est Kinza qui veut le faire. Ah, Kinza et Mansour. ah oui, Donc, excusez-moi, c'est la community pas manager. l'envoyer. C'est la community Je manager. vais pas leur voler la vedette. Au sein du club, on fait beaucoup de formations, que ce soit en interne pour les alumnistes, mais aussi en externe. Mais par exemple, en interne, on va à la table des départements. Par exemple, si un département a besoin de certaines compétences, de certains skills, par exemple... Les départements du club ou de l'école? Du club. Non, non. Il y a quoi comme département au club? Alors, Alors, vas-y. on a 3 départements, on a 4, parce qu'il y a l'un qui a créé récemment. Alors, il y a gestion des ressources humaines, D'accord. et la relation publique et logistique, Donc ce que vous faites ici avec nous, c'est ça, relations publiques? Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Communication communication et juridique. juridique. Là, c'est le juridique. Ah carrément, ça sent HEC, juridique. Vous avez Exactement. déjà créé un département juridique, vous êtes prêts là. Vous êtes prêts au monde professionnel. Non mais c'est cool, hein. Non mais c'est cool, ça veut dire que vous avez vraiment préparé, en fait, on vous prépare réellement au monde de demain. C'est comme une entreprise en fait, c'est toute une... Donc c'est une organisation de micro-entreprise au sein même de... Exactement, c'est ça. on peut dire que c'est une micro-entreprise. D'accord, et bon, vu que vous faites partie d'HEC, donc j'imagine que vous êtes les patrons de demain. Inch'Allah, oui. Voilà, donc Pourquoi pas. est-ce qu'on vous apprend au sein du club, est-ce que vous avez des compétences managériales, vous acquérez des compétences managériales au-delà de ce que vous apprenez en cours? Oui, comme l'a dit, bon, le département GRH, c'est lui qui est chargé Donc, la par les gestion des relations. ressources humaines. Oui, D'accord. oui, c'est lui qui est chargé pour les formations. On a des formations internes, donc ce sont des formations dédiées exclusivement pour les alumnistes. Et il y a aussi des formations externes, c'est pour les étudiants en général.
Et là, la première étape, c'est la reconnaissance des besoins. Genre, on établit les besoins, ce que nous manque comme besoin, comme compétence. Et On les identifie par département. exactement, c'est ça. Donc, Si je par peux- exemple, vas-y. Si je peux me permettre aussi, il y a pas mal de projets qui se font au sein de Alumni et à chaque fois, il y a un chef de projet qui apprend le leadership, comment manager une équipe, comment gérer toute l'équipe. Et ça, c'est des compétences qu'on n'acquiert pas forcément quand on est en cours. Très bien. Le En fait, design aussi, c'est. le design, ça doit être Oui. certainement super Exactement. important parce que C'est très j'imagine important. parce que il faut créer des identités Oui. par rapport au club, des identités Visuel. graphiques, des packaging. Surtout pour le département de la communication. C'est Très bien. beaucoup plus design. Et en fait, maintenant, qu'est-ce que vous y faites actuellement? Parce que je sais que vous avez fait des événements l'année dernière, il y a aussi 2 événements qui viennent. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en parler rapidement déjà des événements qui sont passés? Oui, Voilà, tout c'est à fait. Donc, j'aimerais laisser la parole à Kenza, c'est elle qui a Ah, l'ordre d'accord. quand même assez chronologique. Donc, on a fait pas mal d'événements la période passée. Je commence par Alumni Community par exemple. Alumni Community, c'était une série de live qui a été faite pour les étudiants, tous étudiants confondus, que ce soit en prépa, en master ou là, même bachelier. Oui, on leur expliquait les 6 spécialités que propose l'école. Et dans ces lives-là, on ramenait des experts qui travaillent déjà dans les domaines Hadouk et des étudiants pour pouvoir partager ce qui se passe dans le monde de l'emploi, l'évolution de ces spécialités-là, mais aussi en termes académiques, comment ça se passe, le cursus, les modules et tout ça. Ça, c'était Alumni Très Community, bien. par En exemple. fait, moi maintenant, j'ai bien envie de vous donner la parole une dernière fois. En fait, j'aimerais bien que vous teasiez les prochains événements du Alumni HEC. Est-ce que vous pouvez nous teaser, nous donner envie pour qu'on vienne voir et surtout, est-ce qu'on peut venir voir ces événements, nous, en tant qu'externes? Bah oui, ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui Vous êtes les qu'est-ce qui bienvenus. nous attend comme prochains événements? Donc, j'aimerais brièvement retracer en quelque sorte ce qu'on a fait. Donc, on a déjà participé au Algeria Disrupt, qui est la conférence nationale des startups organisée sous le haut patronage du ministère délégué des startups. On est organisateur de Algeria Startup Challenge pour la 3e édition. Et là, on prépare Design Week, Ah, ça m'intéresse. le moment qui vous intéresse le plus. Ça m'intéresse. Du coup, là, on est en train de Ça, c'est un beau teasing. le Ouais, design ouais, week. tout à fait. Donc, Là- alors, chers téléspectateurs, retenez le rendez-vous. Alumni HEC, Alger, Design Week, très bientôt. C'est ça? Tout à fait. Donc Design Week, qui est un concours dédié, comme je les appelle, les amoureux du graphic design. Ah, et j'aimerais pas que tu spoiles davantage parce que là, tu nous as donné envie. On est à la limite entre le teaser et la bande-annonce. C'est le maximum que je vais donner du coup, Ah, ben c'est super. pour les mettre au défi. Ah, ben Et écoute. ensuite, on aura aussi un projet de communication Ouais. qui est justement pour inciter, motiver notre communauté. Et ça va être une série d'interviews de personnes inspirantes ayant réussi dans leur domaine sur nos réseaux sociaux. Super. Donc, Rassim Daoudi, je rappelle, tu es chargé des relations extérieures du club Alumni HEC Alger. Merci d'avoir été parmi nous. Kenza Albahi, tu es la community manager et membre du club HEC Alger. Merci également de nous avoir fait le plaisir de discuter avec nous. Et Mounsouf Mahamalé, bien sûr. Oui, l'honneur pour moi. Ah ben écoute, il est aussi pour moi. Merci beaucoup Merci d'avoir à toi, été parmi... Samy, de nous avoir C'était un accueillis. plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, quand vous voulez. Le rendez-vous est pris pour la Design Week de la HEC Alger. Nous, on passe maintenant à un sujet de Majid Benkhassi sur le non-respect du port du masque à Alger. Le tramway, voici un moyen de locomotion qui grouille de monde. Ici où le virus circule plus facilement, malgré toutes les campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières, beaucoup d'usagers ne respectent pas les règles de prévention les plus basiques. Beaucoup préfèrent garder la bavette dans leur poche au lieu de la porter. Ils ne prennent pas la chose au sérieux. Pour eux, la Covid-19 n'est pas un danger pour leur santé, alors que c'est tout le contraire. J'ai vu des gens souffrir à l'hôpital à cause de cette pandémie. Les gens prennent ce virus pour un jeu et que ce virus n'existe pas. Les hôpitaux sont pleins. Moi-même, j'ai perdu ma mère à cause de la Covid-19. Les gens prennent le tramway sans porter de bavette, tout cela malgré toute la sensibilisation. Les agents du tramway ont beau sensibiliser les usagers du tramway sur l'importance du port de la bavette, mais personne ne s'en soucie. Il faut respecter les mesures barrières et respecter la distanciation sociale. Il faudrait porter une bavette lorsqu'on se retrouve dans des endroits bondés de monde. Le respect des mesures de prévention doit être observé dans les moyens de transport.
Nous nous sommes rendus dans les rues commerçantes d'Alger. C'est toujours le même constat. Rares sont les personnes qui respectent le protocole sanitaire. Nous avons oublié la pandémie. Personne ne porte la bavette. Moi-même, je ne la porte pas. Rares sont les personnes qui en portent. La bavette me gêne beaucoup. Je ne peux même pas respirer. Je me sens mieux sans bavette. Ici, dans mon magasin, personne ne vient avec la bavette, aussi bien les hommes que les femmes, comme si le virus n'existait pas. Une négligence qui favorise la propagation de la pandémie. De retour sur le plateau, il est 8h54, nous sommes toujours en direct pour Brise d'été, votre matinale estivale. Et nous allons nous tourner cette fois-ci vers la deuxième grande école d'Alger, qui est l'école nationale polytechnique, à travers le CAP. Les deux jeunes filles qui sont avec moi vont nous rappeler qu'est-ce que le CAP. Et surtout sa troisième édition du Charity Festival, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça concerne cette année les enfants de la Lune. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Maria Aiwaz, membre com du CAP. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, vous allez bien? Super bien. Merci de nous avoir accueillis dans votre plateau. Donc on est très heureux d'être ici parmi vous. On va commencer par la présentation de notre club, c'est ça? Voilà. Donc, non, déjà, est-ce que ça va? Tu es bien? Tu fais partie du... Voilà, super, on déstresse, on est bien, on est entre nous. Voilà, ne t'inquiète pas. D'accord. Alors, on a aussi avec nous Maria Medjahed, qui est aussi membre communication du club IT. CAP. Ah, membre IT du CAP. Alors, comment vas-tu? Alors, bonjour déjà. Bonjour. On vous remercie pour l'accueil et pour l'invitation. Je vais bien. Et vous allez bien? Ben écoutez, moi tout va bien. Alors, Maria, j'aimerais bien que vous nous parliez du CAP. Qu'est-ce que le CAP? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire CAP? C'est le club d'activité polyvalente. Donc c'est un acronyme CAP pour club d'activité. Oui, club d'activité polyvalente. C'est un club qui a été fondé en 2010 par les étudiants polytechniciens pour comment dirais-je, déstresser un peu les élèves, les faire sortir donc vraiment pour avoir des activités un petit peu extrascolaires. Exactement. Voilà. En fait, des activités, que ce soit scientifiques ou bien des activités culturelles, caritatives aussi, bien comme le Charity Festival. Si tu veux, je peux me passer la parole. Oui, et bien sûr, je je passe la parole. Alors, le CAP, c'est le club d'activité polyvalente, qui est un club estudiantin qui est de l'École nationale polytechnique, fondé en 2010. Donc, le but principal, c'était de faire sortir un peu les étudiants de cette ambiance de ce qu'on appelle chez nous l'khbiche, ou la surtension. C'est un terme bien de chez nous. Oui, oui. C'est à nous. Et donc, c'était le but principal. Mais par la suite, on a un peu élargi l'angle de vision, de notre vision. Et donc, on s'est penché sur le caritatif, sur le culturel. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes aujourd'hui venu nous parler, Maria Medjahed, de la troisième édition du Charity Festival. Qu'est-ce que le Charity Festival? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait hier, 10 juillet? Et qu'est-ce que vous faites surtout le 17 prochain? Alors, je suis super motivée pour parler de ça. Ça se voit. Alors, le Charity Festival, c'est quoi? C'est un événement qui est purement caritatif, qui est organisé par le CAP. Le but principal, alors c'est selon l'édition, on choisit une cause ou une cause principale et on a des fonds, on récolte des dons pour atteindre l'objectif. Pour cette année, on a choisi les enfants de la Lune. Tu pourras en parler si tu veux. Sur les enfants de la Lune. Je vous en prie, Maria Aiwaz, qu'est-ce que les enfants de la Lune? Rappelez-nous qu'est-ce que les enfants de la Lune, parce que c'est une maladie qui est assez rare, oui, qui touche très peu d'enfants et aussi très peu connue. Elle n'est pas assez connue, malheureusement. Donc, les enfants de la Lune, on peut aussi appeler les enfants atteints de la maladie génétique Xéoderma pagnisium. Donc, c'est des enfants qui ne peuvent pas être exposés au soleil à cause d'une hypersensibilité à la peau, les rayons ultraviolets et un très grand risque, le cancer de peau. Donc, ces petits enfants ne peuvent pas du tout sortir. Donc, c'est des enfants qui sont très très sensibles à la lumière du soleil. Uniquement à la lumière du soleil? Les UV en général. Donc on rappelle que même les lampes qu'on a chez nous émettent aussi un faible rayonnage d'UV. Donc je pense que c'est aussi dans cette optique-là que vous organisez le 3e Charity Festival. C'est en fait pour
récupérer des fonds pour Exactement, les aider pour en être fait à acheter, reversé au... Effectivement. voilà, pour acheter peut-être des luminaires adaptés pour la maison, pour acheter. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de contacter d'abord des associations pour avoir la liste des besoins. D'accord. Et puis, Est-ce que selon- vous pouvez nous rappeler quels sont par exemple des besoins très spécifiques aux enfants Oui, de la oui, lune bien sûr. Comme ça, Alors- en fait, si des gens veulent se rapprocher de vous pour aider, ils pourront vous aider en fait, en sachant à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. Il est à mentionner qu'il y a les crèmes protectrices. Il faut savoir qu'un tube coûte près de 10 000 dinars et il n'est utilisable que 4 fois. Donc, à savoir une fois par semaine et 4 fois par mois. Et ce qui est excessivement cher, ce que je C'est pas trouve. tout le monde qui peut se permettre. Oui, voilà. Et il y a aussi les combinaisons. Quoi d'autre? Les lunettes qui coûtent très cher aussi, c'est même pas très évident de les trouver en Algérie. Les lunettes, les Comme vous avez combinaisons, mentionné, les casques, les lampes aussi, les casques. aussi. Donc des lampes spéciales pour l'intérieur, Pour qui la- émettent faiblement un faible rayonnement UV. Exactement. Oui. Donc, pour avoir plus de détails, tout le monde pourra nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, Donc LinkedIn. on va avoir sur Facebook ou LinkedIn, on tape juste CAP. ou Cap. Voilà, Sur Cap. tous les réseaux, Donc, sur CAP, Facebook, sur CAP, Instagram et sur CAP, Twitter. École Polytechnique, ENP. Non, non, est-ce qu'il y a- c'est juste tout simplement juste Cap. Voilà. Très bien, parfait. Mais en fait, comment vous est venue l'idée de vous intéresser en fait aux enfants de la Lune? C'est super rare, je pense que ça touche un enfant sur 1 million. Oui, Si c'est je dis pas de super rare. bêtises. Oui, oui. C'est super rare. Donc en fait, comment vous, en tant que club étudiant de l'école polytechnique, déjà, vous organisez, ce qui est génial, vous organisez une collecte de fonds. Donc je pense que chaque année, vous vous intéressez à une thématique. Oui, Voilà. effectivement. Quelles ont été les 2 premières thématiques? Alors, pour la première édition, c'était les enfants orphelins. Et puis, la deuxième édition, c'était Aussi les les enfants enfants cancéreux. orphelins. Non, pour la deuxième, c'était les enfants cancéreux. Et la troisième, c'est les enfants de la Lune, si je n'ai pas dit. D'accord. Et Maria Iwaz, comment vous est venue en fait l'idée de choisir les enfants de la Lune comme thématique de cette année? En fait, vu que c'est une maladie pas assez connue, très rare même, donc on s'est dit c'est pas tout le monde qui en connaît vraiment de ces enfants. Et vu que ça coûte très cher le traitement et les soins, donc on s'est dit peut-être que ce sera l'occasion pour qu'on puisse aider le maximum. Il n'y a pas aussi de sensibilisation par rapport à ça? Oui. Donc, on ne met pas assez de lumière sur cette catégorie d'enfants et de maladies. Et donc, le CAP... On espère que ça sera l'occasion. Voilà. J'espère aussi. Et donc, et pour ce faire, en fait, Maria Iwaz, vous avez organisé un événement sur 2 journées. Donc, le premier a eu lieu hier, samedi 10 juillet. Le second aura lieu samedi 17 Samedi juillet. prochain, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce qui s'est passé hier et de ce qui va se passer samedi prochain? Bon, une brève présentation du Charity Festival. C'est un événement purement caritatif. C'est une fête foraine qui regroupe attractions et stands, des divers stands, Expositions artisanales, de la musique. J'imagine aussi c'est des stands de vente également pour récupérer Oui, pour des fonds à récupérer remettre. les fonds récoltés, exactement. Il y avait des stands de nourriture où on a pu récolter de l'argent. Et des trucs musicaux. Hier, on a invité Jabal Ghis, vous connaissez normalement, Bara Intags et Ahl El Fen. Quoi d'autre? Il y aura plein d'activités. En fait, il y avait plein d'activités pour les petits ainsi que pour les grands, pour passer un moment bien jovial, en même temps en contribuant à un truc assez noble. Et vous l'avez organisé où? La journée d'hier? C'était le terrain de golf d'Ali Brahim. Le terrain de golf. Et pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, Inch'Allah, je m'excuse, pour la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être... C'est votre espace d'expression. Merci. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être Laser Strike DZ à Cheraga. D'accord. Laser Game. Ça va pas être plutôt un espace ouvert comme hier. Ça va être genre une place d'activité. Il y a des jeux bien spécifiques comme le Laser Game. Et en même temps, on va prendre nos stands, genre les mêmes trucs qu'on a fait hier, Inch'Allah, Très bien. demain. Je rappelle, même si c'est évident, je pense que ces journées ont été organisées dans le plus strict respect des mesures barrières bien sûr. et du confinement, surtout en raison de la période dans laquelle on est, Oui. de forte hausse. Donc on compte sur vous pour vous le inquiétez respect, pas. pour le respect des mesures barrières. Super. Est-ce que vous avez aussi quelque chose d'autre à rajouter pour les prochaines éditions du Charity Festival? Est-ce que vous avez commencé déjà à y penser, On est plus focus sur cette édition. On va se donner plus qu'à fond. D'ailleurs, je voudrais remercier toute l'équipe pour son travail, notre équipe, notre chère équipe, je dirais même.
Et donc on est plus focus sur cette édition et par la suite on verra pour les prochaines. Inch'Allah, on va trouver une cause aussi inconnue peut-être. J'espère en fait. Oui, il faut. Je pense, c'est super important ce que vous faites, c'est mettre la lumière sur des causes comme ça, récupérer des fonds. C'est super noble de votre part. Un mot à rajouter? Oui. Moi j'ai envie de. Oui, il faut nous distinguer. Moi j'ai envie de lancer un appel aux gens. Déjà, je voudrais remercier les gens qui ont été présents et qui nous ont honorés de leur présence. Et je voudrais inviter tout le monde pour y participer. C'est une cause, comme avait dit Maria, c'est une cause noble. Et voilà. Et un appel aux dons, s'il vous plaît. Bien sûr. Et avant d'en arriver à l'appel aux dons, justement, ce que je vais vous poser comme question correspond un petit peu à ça. Il me semble que pour les petits enfants de la Lune, il y a aussi des combinaisons spéciales. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est des choses, c'est un équipement très spécifique aux enfants de la Lune. Oui, c'est un équipement très spécifique, c'est un équipement surtout, à quoi très il cher sert, aussi. en fait. À quoi il sert donc les combinaisons, elles sont très spécifiques, elles ne permettent pas les rayons ultraviolets de passer. Donc pour bien protéger leur peau, ils doivent porter ça, ils ne peuvent pas sortir sans ça. C'est un très grand risque s'ils sortent sans... Donc s'ils sortent sans la combinaison, c'est un gros risque du cancer de la peau. Oui, exactement. D'accord. Donc c'est un truc nécessaire. Et donc j'imagine que c'est super cher. Excessivement cher. Excessivement cher. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette des prix? Alors ça peut partir de, je pense, Alors on a trouvé l'équivalent de 30 millions pour quelques-unes. On a fait quelques recherches et on s'est pas permis d'acheter. C'est pour ça qu'on fait des appels aux dons. Et s'il y a des gens qui peuvent contribuer d'une manière directe, c'est-à-dire on a les noms des malades et comme j'avais mentionné préalablement, on a contacté des associations et donc les dons vont revenir directement aux gens concernés. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur les causes de cette maladie? C'est une maladie héréditaire, c'est un truc génétique, donc on est avec. On est avec, donc on la transmet, mais voilà, on la transmet de manière génétique. Écoutez, vous vouliez faire un appel aux dons, Maria? Oui, si vous pouvez nous aider, on fait un appel à votre générosité, n'importe quelle aide, n'importe quel don, que ce soit petit ou grand, ça va nous aider énormément et ça va aider ces petits-enfants. Super. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, justement pour faire ce don-là? Donc, vous pouvez contacter notre page sur Facebook, CAP, ou bien nos réseaux sociaux aussi, sur Instagram ou bien sur Twitter, c'est CAP. Très bien. Donc, on rentrera en contact avec vous. Vous nous donnerez la marche à suivre pour pouvoir... Bien sûr. Super, très bien. Donc, Maria Aiwaz, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, vous avez apprécié votre passage? Oui, bien sûr. Super. Maria Medjad, merci également à vous. Merci on est très fiers qu'il y ait des initiatives comme ça pour vous occuper de sujets aussi importants mais aussi très méconnus du grand public et surtout pour les faire connaître. On rappelle alors pour nos téléspectateurs, les événements ont eu lieu. Alors, la première journée a eu lieu hier, samedi 10 juillet et la prochaine, ce sera samedi 17 juillet à Cheraga. Voilà, au niveau du Laser Strike Game de Cheraga. À quelle heure? L'événement débutera à partir de 10h. Super. Jusqu'à 18h-19h. Donc de 10h à 18h, on rappelle strict respect des mesures barrières. Bien sûr. Voilà, on compte sur vous sur ça. Ne vous inquiétez pas. Parfait, très bien. Alors merci d'avoir été parmi nous. Merci. Chers téléspectateurs, restez avec nous. On continue avec une chanson de Freak Lane, Amaziria. شالي بيدي وطوالي
المصطفى على الذي استوى به القوى لتقوى نار بالواجنان وفرجا غير ليه من جا نار بالواجنان وفرجا غير ليه من جا وانا هي واسيدي مولاي اصلي وانا هي وارفي مولاي اصلي وانا هي واسيدي مولاي اصلي وانا هي وارفي مولاي مكن يضي مازيغان نطافق نعننا الزاغيك لننا نرتاين مرحاننا يطهاني غلمان يطهاني رجوان مازيغان محبة فين القلب عمري ما نشقى مع ولادي فريقين بقى ظهر يا الوالي لك الله سوالي مول الماء والسحرة والجبالين De retour une nouvelle fois sur le plateau de Brise d'été après cette super chanson qui bouge, Amaziria de Freaky Lane. Je suis en compagnie cette fois-ci de Khadija Boukendagji Touari qui est coach de vie et qui nous a fait le plaisir de répondre oui à notre invitation. Khadija, bonjour, comment ça va? Bonjour Samy, ça va, alhamdoulilah. Je vous remercie pour l'invitation, je remercie Canal Algérie aussi. Et je suis bien contente d'être parmi Super. vous aujourd'hui. Eh ben nous aussi on est content de vous avoir parmi nous et surtout de parler de coaching et de coaching vie. Alors moi la première question qui me vient à l'esprit, on entend très souvent parler de coaching de vie, de manager sa vie, mais en fait j'aimerais bien que vous reposiez les bases de manière calme, simple. Qu'est-ce que le coaching de vie et surtout en fait qu'est-ce qu'un coach de vie? Très bien. Alors tout d'abord, le coaching de vie, c'est un accompagnement personnalisé selon le besoin ou la problématique du patient. C'est-à-dire que cette personne va venir spécifiquement améliorer des compétences ou travailler sur des carences. Par exemple, nous allons recevoir des gens qui ont une baisse d'estime de soi ou vouloir fructifier sa confiance en soi, mais aussi se reconstruire suite à un deuil ou un divorce, apprendre à gérer ses responsabilités, aussi la gestion du stress, des émotions, des domaines de la vie qui sont le couple, les relations et beaucoup d'autres cas. Voilà. Et vous, votre rôle en tant que coach de vie, c'est quoi? Vous êtes là pour les manager ou comment? Je ne dirais pas les manager, mais on les aide, en fait, on les outille à travers des méthodologies Donc bien vous leur spécifiques. donnez une boîte à outils. Voilà, qu'ils une vont boîte à utiliser. outils, exactement, Samy, pour les accompagner en fait et à leur réinstaurer une indépendance en fait. On leur réinstaure une façon de faire. On fait toute une plasticité neurologique parce qu'on fait rentrer de nouvelles méthodologies et de nouvelles croyances aussi au sein du subconscient. Et ces gens-là vont réapprendre à être autonomes à travers de nouveaux Donc outils. croire en soi, quand on dit croyance, c'est vraiment Oui, croire en c'est soi, très croire qu'on est important. capable de faire Oh des oui, choses. oui, Voilà. oui, C'est, oui, après, on a cette image un petit peu de temps en temps, un petit peu drôle quand on voit dans un film américain le mec qui se réveille le matin, qui fait face à son miroir, je suis beau, je suis fort, je suis intelligent. Oui, oui, Est-ce ça que fait, c'est ça aussi ça fait partie de nos outils, oui. D'accord. La confirmation positive. Ça marche vraiment? Oui, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la confirmation positive alors? Alors la confirmation positive, c'est en fait se parler d'une manière positive. Parce que la première personne qui va venir croire en vous, c'est vous-même. Quand vous vous mettez le matin en face d'un miroir et que vous êtes positif, croyez-moi que votre journée va être positive. Parce qu'en fait, vous vous programmez de cette manière-là, de cette sorte-là. Ça doit certainement être le secret de votre sourire. Ah, merci. C'est bien gentil. Voilà, du coup, l'enchaînement de votre journée va être que positif. Parfait. Et en fait, comment devient-on coach de vie, Khadija Boukendagji Touari? Alors, on devient coach de vie en prenant une formation. Voilà, on prend une formation en développement personnel.
Et par la suite, on peut rajouter beaucoup de choses, comme moi-même. J'ai une formation en développement personnel, j'ai une autre formation en gestion des émotions, j'ai une autre formation aussi en hypnose. Waouh. Voilà, et je suis en train de faire une autre formation pour être thérapeute aussi. D'accord, donc ça ne C'est s'arrête un pas en cours. fait. Vous Voilà, rajoutez oui. plein de skills à votre boîte à Exactement, outils pour en fait exactement, pouvoir en pour fait pouvoir- coacher de la meilleure manière qui soit. Exactement. Là, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment se déroule une séance de coaching type? Oui. Déjà, qu'elle soit individuelle ou en groupe, si vous en faites. Oui, oui. En fait, on commence par l'individuel pour pouvoir identifier la problématique clairement et le besoin du patient. Quand il vient au cabinet, on va déjà faire une séance de diagnostic parce qu'il vient à la base pour quelque chose, mais après, par la suite, on va découvrir que finalement, la problématique n'est pas celle-là, mais plus celle-ci. Vous voyez, il y a une orientation aussi. Et par la suite, on peut les mettre en groupe. Si le patient, bien sûr, souhaite être dans le groupe, parce qu'il y a certains patients qui Il y a certaines veulent réticences être... peut-être à rester Exactement. peut-être dans une sorte de vase clos, le temps de réellement s'affirmer et avancer. Exactement. Alors la séance se déroule comme suit. Le patient vient au cabinet, on discute, on diagnostique dans une première séance et les séances qui suivent, c'est des séances de 45 minutes où on va venir travailler spécifiquement sur la problématique, l'objectif ou le besoin requis du patient. Est-ce que ça se déroule exclusivement en cabinet ou est-ce Non. que vous pouvez aussi faire autre chose? Très bien, j'apprécie beaucoup la question Samy. On peut aussi, avec ces temps de Covid, j'ai beaucoup de patients qui viennent gérer leur anxiété. Vous J'imagine savez que c'est oui. pas évident, c'est pas Ah évident. oui, Entre oui. le confinement, les La problèmes situation économiques, sanitaire et voilà. tout ce qui s'ensuit, les gens vont venir plus en cette période pour la gestion de l'anxiété, le stress et tout ce qui s'ensuit. Et je leur propose aussi de les accompagner en pleine nature, que ce soit à la Sablette, Parc Dounia ou d'autres. Ça leur fait beaucoup de bien parce que le cerveau, quand il est en contact de paysages, de verdure, il est plus détendu, il y a moins de stress et le résultat peut être plus performant. Voilà. Très bien. Et en fait, avant d'en arriver au public qui vous contacte, en fait, à qui s'adresse le coaching de vie? Alors- Quel est le profil type et quel est en fait et aussi est-ce qu'il y a un profil à qui ça ne s'adapte pas du tout? Alors, je vais vous dire, le coaching personnel est vraiment, il s'adresse à tous les profils. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil spécifique. Si vous voulez faire un changement majeur sans stress, vous souhaitez vous affirmer, vous souhaitez, par exemple, améliorer des compétences ou seulement être la meilleure version de vous-même, ben, allez vers un coach de vie. Il est fait pour vous. Donc ça s'adresse finalement à tout À le monde. À tout le monde, Samy. Ben, super, super. Et en fait, vous êtes contacté par quel type de profil? Est-ce que c'est des chefs d'entreprise? Est-ce que c'est des femmes au foyer? Est-ce que c'est des adolescents? Est-ce que par exemple, que ce soit je sais pas si des enfants, des adolescents vous contactent de manière spontanée ou à travers leurs parents? Quels sont les types de profils qui vous contactent aujourd'hui en Algérie? Alors là, pour les médias, j'ai des mamans qui appellent pour leurs adolescents, j'ai même des papas qui appellent pour leurs adolescentes aussi, mais majoritairement, je travaille avec les femmes. Voilà, les femmes on va dire de 25 à 35 ans, même voire plus. J'ai eu même des patients de 60 ans, des patientes de 60 ans. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas une tranche d'âge spécifique. Et les cas, il y a eu même des gens qui venaient pour l'habilitation au mariage. Et ça, c'est... Moi, je vais dire avec toute modestie que je me démarque vers la gestion de l'anxiété et l'habilitation au mariage. Donc vraiment gérer un couple futur. Oh oui, parce qu'en fait, on imagine que la vie à deux, c'est pas évident du jour au lendemain de se retrouver dans une vie à deux. Donc là, en fait, vous préparez l'individu à accepter au mieux ces changements-là dans le quotidien. Apprendre à gérer ses responsabilités. Parce qu'en fait, le mariage, nous, généralement, on prépare que la fête. Vous comprenez? On prépare les préparatifs, les familles, tout on ce n'y qui pense pas réellement à ce qui vient après. Après, en fait, il y a le stress de la fête. Oui. Parce qu'en fait, on va vivre avec une personne totalement différente, qui a des croyances, qui a une vision de la vie, qui des habitudes différentes. Des habitudes, une famille, des croyances, tout un antécédent.
qui réside dans le subconscient, en fait, parce que le cerveau, notre subconscient, c'est notre carte mémoire, hein, et qui vient de définir. Et pour cela, et c'est pareil pour la femme et pour l'homme, c'est pour ça qu'on fait une habilitation au mariage pour pouvoir mieux, je vais dire, gérer notre mariage et éviter les divorces. Très bien. Réduire au maximum. Et vous obtenez des résultats au bout de combien de séances? En fait, les séances varient de 3 à 21 séances. D'accord. Selon, on va dire, la réceptivité et le rendu du patient. Parce qu'il faut savoir que la responsabilité du résultat réside sur deux, le patient et le coach. Mais s'il n'y a pas comment dirais-je, un engagement de la part du patient, le résultat ne va pas être le même que nous l'avons diagnostiqué au départ. Très bien. On a parlé des enfants et des mamans. Oui. Il y a une problématique qui est de plus en plus courante et dont on ne parle pas vraiment, c'est le harcèlement scolaire. Oui. Est-ce que vous gérez des enfants victimes de harcèlement scolaire? J'en ai eu affaire à, on va dire, 2-3, mais je ne gère pas totalement ça. Moi, je vous ai dit, comme au départ, Samy, je suis plus dans le développement personnel chez l'adulte. Chez l'adulte. Voilà, de D'accord. 18 ans et plus. Voilà. Très bien. Et par exemple, vous nous avez dit qu'il y a des séances qui se passent en cabinet, il y a des séances qui se passent en extérieur. En fait, sans bien évidemment rompre le secret médical qui est entre vous et votre patient, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que vous vous dites pendant ces 45 minutes? Je vais vous dire. Alors, il y a, je vous ai dit, les outils à travers des méthodologies, et je vais vous citer quelques méthodologies. Parfait. Alors, le patient va venir exercer des pratiques. On fait des séances aussi d'hypnose. Il va venir se détendre. On va travailler avec le subconscient. On va le mettre dans un état d'endormissement. Et on va travailler sur quelques nouvelles croyances. Pourquoi un état d'endormissement? Parce qu'en fait, on procède de cette manière-là pour mieux faciliter la tâche. En fait, chaque profil, comment il répond? Est-ce que, corrigez-moi si je dis peut-être des bêtises, est-ce que l'état d'endormissement ne permet pas un meilleur accès au subconscient? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un sommeil éveillé pour mieux expliquer aux gens. Et on procède de cette manière-là, on facilite le travail et on a de meilleurs résultats. Aussi, on a l'écriture. Parce qu'il faut savoir que quand on écrit, on donne l'ordre au subconscient de pouvoir reprogrammer. Et durant tout le processus de travail, ça nécessite l'écriture. Aussi la méditation qui va venir nous aider beaucoup, des exercices de respiration et beaucoup, beaucoup d'autres. J'imagine que l'écriture est une continuité de ce que vous avez appelé, en fait, quand on fait face au miroir, vous avez appelé ça rappelez-moi le mot. Confirmation positive. La confirmation positive. Ça vient en fait compléter ça parce que la confirmation positive, on se convainc qu'on est bien, qu'on est bon, qu'on est fort. Et d'un autre côté, en fait, écrire des choses, ça nous permet aussi de faire face peut-être à une sorte de vérité qu'on n'arrive pas à savourer. Donc en fait, grâce à ça, c'est comme si vous débloquiez un petit peu un complexe ou quelque chose pour pouvoir le résoudre. Est-ce que est-ce que c'est juste là? Oui, oui, exactement. C'est pas un complexe, c'est une croyance. Parce que en fait, à travers l'écriture, tout ce qui est, on va le cacher, on va venir le mettre en avant sur la feuille et pouvoir l'affronter. Et quand on fait la confirmation face au miroir, parce qu'on a besoin de nous voir. Parce qu'en fait, on voit. Si on a peur, on va l'apercevoir. Si on est sûr de soi, on va l'apercevoir. Surtout au niveau du regard. C'est très important de faire les exercices en face du miroir. Parfait. Donc là, c'est pour s'avouer à soi-même et se voir dans le miroir. Exactement. Super. Khadija Boukandakji Touari, je rappelle que vous êtes coach de vie. Oui. Merci beaucoup de nous avoir dit oui pour ce matin. Merci à vous, Samy. Super. C'était une agréable conversation d'avoir autour du coach de vie. Chers amis, nous, on va sur un super reportage de Naïma Al-Walish qui concerne Teglaï Tel Golea, un des plus anciens villages berbères de la région Borj Barelij.
Elle est composée d'une grande et petite ouverture. L'homme utilise ce gros heurtoir que vous voyez là pour taper à la porte. Les femmes utilisent ce tout petit, tandis que le prétendant utilise encore ce tout petit heurtoir. Ambitionnant de garder son authenticité absolue, certains habitants du village comptent en faire un haut lieu touristique en attendant d'être porté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chers téléspectateurs, rebonjour. Pour ceux qui nous rejoignent, il est 9h26 et vous êtes toujours en direct sur Canal Algérie pour le premier numéro de Brise d'été. Et pour continuer sur notre lancée, je reçois la très chère adorée Samira Hadjamar. Adorée, merci. Pas sûr. Pas sûr, adorée. Vous êtes aussi adorée que votre rubrique qui est Patrimoine et Écume. Merci à tous les gens qui me suivent. Ils sont très très nombreux. Et aujourd'hui, vous allez vous intéresser aux mosaïques de Cherchel et à Cherchel. À une mosaïque en particulier, aux mosaïques en général, mais surtout à Cherchel, une très belle ville d'Algérie. Super. Et aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, vous êtes aussi accompagné par la très jolie Mariam Oussaïd. Merci. Pour sa super rubrique qu'on adore tous avec des senteurs d'été. Ah, toujours. Ça sent bon l'été, hein? Oui. Avec un petit accent qui chantonne. Exactement. Alors, de quoi vous allez nous parler? Je vois à peu près, j'ose pas dire, je m'y connais pas très bien en plantes. Vas-y. Oui. C'est de la lavande? Exact, gagné. C'est ça. Donc, de la lavande aujourd'hui au programme. On en parlera tout à l'heure de cette lavande qui pousse un peu partout, mais surtout une lavande très particulière qui pousse en Algérie et à Alger. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ouais, je vous ai ramené l'été. Fallait venir plus tôt. Il fallait le laisser là et repartir. Ouais. moi, ça me rappelle, cette odeur me rappelle des armoires de mamie. Quand elle faisait des petites poches comme ça. Mais j'ai jamais compris en fait pourquoi. Eh ben parce que c'est un antimite puissant. Alors non content que ça parfume donc les vêtements et tout ce qui s'ensuit des armoires, mais aussi en fait c'est un antimite et un répulsif. Donc rien ne tourne, ni mythe, ni petite bestiole. Voilà, je pense que vous allez nous en parler en détail dans le coin. Oui. Génial. Alors je pars de l'autre côté de la table et on va avec vous Samira. Samira, à Cherchel, qu'est-ce que vous avez concocté aujourd'hui? Moi, rien, mais j'espère. Mais on va parler de Cherchel. Donc, c'est une ville qui est à peu près une centaine de kilomètres d'Alger. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. À peu près. Tu connais, Maria? Oui, tu connais bien. Et c'est une ville très particulière parce qu'elle possède un patrimoine infini. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a absolument pas tout découvert. On n'a découvert qu'une infime partie. Alors, ces découvertes ont commencé, on va dire, réellement à voir le jour à partir des années 60. Il y a des choses qui ont été découvertes bien avant et on en parle d'ailleurs, le voyageur Shaw, l'anglais, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit un ouvrage qui est paru au XVIIIe siècle qui dit, le titre je crois que c'est Voyage dans la régence d'Alger. Lui déjà raconte à l'époque et il l'écrit, il dit à Cherchel, à Alger, à Cherchel, il y a une magnificence de mosaïques, en fait de ruines, où il y a des mosaïques magnifiques qui racontent, on va dire, l'histoire magnifique qu'a connue l'Algérie à travers les temps. À travers les temps et surtout depuis les Phéniciens, parce que Cherchel a été fondé en fait par les Phéniciens. Donc c'était un port, j'imagine alors. C'est un endroit stratégique. Il y a les montagnes, il y a le Chenois, il y a aussi les monts du Zakar qui ne sont pas très loin, il y a la mer. C'est un comptoir, il faut savoir que Cherchel était le deuxième comptoir commercial après Carthage. Juste pour illustrer, super important. Il y avait, je pense, à peu près 5000 habitants à l'époque. C'est une ville qui remonte un peu plus loin que les Phéniciens. Il y avait un dieu qui s'appelle Yol ou Jol, comme Lol. Mais c'est vrai, c'est écrit de la même manière. Bon, on le prononce pareil avec un J aussi, donc Jol. Mais ça doit être, je pense, Yol aussi. Parce que, en fait, je pense que ça dépend des. C'est A-L-O-L, c'est comme LOL. D'accord. Qui veut dire en anglais, je sais plus. Lot of love. C'est ça. Lot of love, oui. C'est ça, pour gardons le sourire, malgré les circonstances. Bref, voilà. Donc, les Phéniciens fondent la cité au IVe siècle. C'est la capitale du roi mort Bacchus. C'est aussi donc c'est Césarée. Césarée, elle est fondée par qui? Par Juba II. Juba II, c'est qui?
C'est le papa de Ptolémée. Et Ptolémée, il s'était marié avec qui? Toi, tu dois le savoir. Oui, c'est l'aîné. On a des experts sur le plateau. Mais il faut qu'on ait la confidence, je t'explique. J'ai toujours été passionnée par cette région-là, au point où j'ai appelé ma petite Sélénée. Donc ma fille s'appelle. Voilà, donc le mec qui me regarde ce matin, donc c'est Sélénée. Par rapport au tombeau de Sélénée qui est enterré du côté de Tipaza. Voilà, le tombeau de Mauritanie ou de Mauritanie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une région, Chefchaouen, pourquoi elle est connue? Elle est magnifique parce qu'il y a un forum, il y a un théâtre, il y a des nécropoles, il y a des thermes, il y a des mosaïques. Alors ces mosaïques sont localisées où? En général, elles ont été découvertes dans des villas. Villa du club tennis, villa de, j'ai oublié les noms, de Jules II, il y en a énormément, de Félicien aussi. Elle décorait, alors ces villas c'est quoi? Elle raconte l'histoire de ces nobles, ce sont des nobles, c'est la bourgeoisie, pour dire qui habitait à Chefchaouen, c'était pas n'importe qui. Donc je pense qu'on va voir ton sujet. Tu nous as préparé un super sujet. Je te laisse le présenter et le lancer. Exactement, une mosaïque en particulier qui est celle des noces de Tétis et Pélée. Elle a été retrouvée dans la propriété de Qaïd Youssef. Voilà. Et alors, cette histoire. Tu vas nous laisser un petit peu le plaisir. Oui, on va regarder le sujet. C'est parti. D'accord. Je laisse pas parler. Au creux de la cité d'or, cité fondée par Juba II, Césarée depuis, Chefchaouen maintenant, et en remontant la mythologie à l'origine de la guerre de Troie. La célébration du mariage de Tétis et Pélée. On raconte qu'en Thessalie, sur le mont Pélion, une grande table fut dressée. Nectar et nourriture étaient servis en abondance. Les jeunes mariés étaient heureux de partager leur bonheur du jour avec les seigneurs de l'Olympe. Vers la fin du banquet, la déesse Iris fit irruption. On avait oublié de l'inviter. Le silence se fit entendre. Iris, souriante, tenait dans sa main une pomme d'or qu'elle jeta sur la table. Sur le fruit était inscrit « Pour la plus belle ». Stupéfait, personne n'osa parler, personne n'osa prendre position pour l'une ou l'autre des déesses. Trois déesses ont décidé que la pomme d'or leur revenait de droit. Héra, déesse de la femme et du foyer. Athéna, déesse de la sagesse et de l'intelligence. Et enfin, Aphrodite, déesse de l'amour. Craignant la discorde, les dieux ne cessaient d'implorer Zeus pour qu'il intervienne. Prudent, le roi de l'Olympe confia cette tâche à un mortel qui, lui, aurait un jugement impartial. On alla trouver Paris, prince de Troie. Le jeune et beau berger gardait son troupeau en Phrygie et on lui demanda de choisir alors quelle serait la plus belle d'entre les trois déesses. Héra alla voir Paris et lui proposa de la choisir. En échange, elle lui offrirait l'empire de l'Asie. Athéna, elle, lui assurerait une victoire glorieuse sur toutes ses batailles s'il la choisissait. Si c'est moi que tu choisis, tu auras Hélène de Sparte, la plus belle femme du monde. Sans aucune hésitation, Paris choisit Aphrodite. De retour sur le plateau après ce super sujet de Samira Hadj Ammar sur une musique de Igor Bouchenna. Igor Bouchen, mais je tiens à remercier le monteur qui est excellent, Jamel Hennin, il fait de l'excellent travail. Super. Il mixe le son avec les images, c'est un truc... Non, super sujet, tout était aux petits oignons. On a appris pas mal de choses, dans ce sujet. Est-ce que tu peux essayer de nous en dire un peu plus? Alors, la pomme de la discorde, bien sûr, il y avait l'inscription pour la plus belle femme du monde. À l'époque, c'était considéré
c'était Hélène de Troie en fait. Et il y a eu toute la guerre de Troie, donc la plus grande guerre de la mythologie grecque, qui a commencé à cause de ça, puisque Paris a La fait fameuse guerre avec le cheval, c'est ça? le cheval, exactement. On a vu dans le reportage. Et ben Paris, qui est Brad Pitt dans le film, si vous l'avez vu. J'ai oublié par contre le réalisateur. Ah oui. Ouais, je m'en souviens plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, super réel, en tout cas, super. Donc, il est parti kidnapper Hélène. Milénas, c'est ça. Elle était mariée, c'était l'épouse de Milénas. Lui-même, alors Paris est prince de Troie, pour dire c'était un berger, mais aussi un prince de Troie. Pour revenir à la mosaïque, ce qui est intéressant, c'est que cette mosaïque est au musée de Cherchel. Il y a énormément de mosaïques. Et toutes ces mosaïques racontent l'histoire de l'Algérie à partir de l'Antiquité ou peut-être avant. Il y a des mosaïques qui sont extrêmement anciennes. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Du temps de la colonisation, des cartographies ont été faites. Ces cartographies donnent des emplacements sur des propriétés. Les mosaïques, les maisons, toutes les choses qui ont été découvertes, les nécropoles, tout ça ont été découvertes grâce à l'urbanisation. Pendant la colonisation française, quand ils ont décidé de faire des routes, quand ils ont décidé de construire, en creusant, ils ont trouvé. C'est toujours des découvertes fortuites. Hein. C'est jamais quelque chose. Donc ça veut dire que le site est complètement inondé par ces mosaïques, par ces mosaïques, par un patrimoine archéologique et préhistorique très important. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été vraiment découvert. C'est une infime partie qui a été trouvée, surtout pendant les années 60. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y a une dame, une chercheuse, une archéologue, comme Sabah Ferdi, qui a fait ce travail. Avant elle, il y a eu Suzanne Germain qui l'a fait pour Tingad. Donc, parce qu'à Tingad, il y a énormément de ruines romaines. De ruines, oui. Pas que romaines, hein. Voilà. Je voudrais aussi montrer la mosaïque. Alors, ce livre dispose énormément, on revient sur tout le parc, des mosaïques qui se trouvent. Ça, c'est les noces de Thétis. Donc celle qu'on voit, c'est Thétis. Thétis est une déesse. On l'a obligée à se marier avec Pelé et non Pelé, le footballeur. Pelé, c'est la suite, mortel. le football. Ça arrive à la fin. Non, mais c'est vrai, elle a essayé de se sauver, elle n'a pas réussi. Donc ils l'ont obligée à se marier avec lui, mais finalement elle était contente. Hein. Finalement, oui. Et ouais, elle était très contente. Parce que ça se passait très bien. Généralement, oui. Je pense qu'elle a fait du coaching avec Khadija tout à l'heure. Voilà. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve énormément de mosaïques. J'ai donné des photos, je ne sais pas si on les a vues passer. On est en train de les voir passer. Oui. Donc, ces mosaïques, comment elles sont? Elles sont à motif géométrique, elles sont florales, on voit des animaux, on voit des périodes comme les vendanges, on voit des personnages en train de récolter du raisin. C'est des régions, tu le sais très bien, Mariam, qui sont Vinicole. C'était des régions vinicoles, oui. Donc, qui servaient à préparer les nectars des dieux, parce que la mythologie, c'est des dieux, c'est l'Olympe, Zeus est le patron. Donc, ce qui coulait, c'était le nectar, et on le retrouve dans ces fresques. On retrouve énormément de choses. On retrouve aussi des animaux, on retrouve des scènes de chasse, on retrouve toute la vie de... Et tout ça, c'est sur toutes les mosaïques qui ont été découvertes à Cherchel. Dans la région de Cherchel, mais aussi à Tipaza. Oui. D'accord, et actuellement, elles sont où ces elles sont au musée. Pour la plupart, sont au musée, bien sûr, le colonisateur d'Amahouia, mais il en reste encore, il en reste beaucoup à découvrir. Pour revenir, alors, il y a une cartographie. Sabah Ferdi a travaillé avec l'Université de Provence. D'ailleurs, elle a eu un prix grâce à un corpus qu'elle a réalisé sur les mosaïques. Elle a fait un corpus sur les mosaïques à Cherchel. Cherchel est considérée comme la ville la plus riche en mosaïques d'Algérie. Il y a bien sûr Constantine, il y a aussi Souaraz. Dumila aussi. Dumila qui reste. Tibga aussi, il y en a. Ça, vraiment, c'est une ville extraordinaire. Tbessa, toute la ville devrait être classée patrimoine culturel, parce que quand on rentre à Tbessa, tout est, il y a tout. Le forum. Cherchel, c'est pareil, mais Cherchel un peu plus, parce qu'on ne peut pas faire 1 mètre sans tomber sur un patrimoine historique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc là,
Là, il y a plein de choses. Je pense que tu nous invites à aller voir tout ça au musée de Cherchel. Au musée de Cherchel, bien sûr, tout autour, hein, parce que c'est en plein air. D'accord. Tout est en plein air, le forum, tout Bah, est au moins, accessible. en période de Covid, il n'y aura pas de souci, respect des gestes C'est dans barrières, la c'est en rue. plein air. Voilà. C'est Oui, cool. déjà la fontaine de Cherchel qu'on a vue dans le sujet. Oui, dans le reportage, exactement. Parfait. Voilà. Donc c'est à partir de Tipaza, dès qu'on arrive à Tipaza, on va dire que c'est carrément un musée à ciel ouvert. Ben, Et, moi, excuse-moi Mariam, j'ai oui. une dernière question à poser. Mais est-ce qu'à Cherchel, il y a de la lavande? Ah, de la lavande. Sûrement. Bah oui. Samira, On a tout en Algérie, chez nous il y a tout. Samira, merci beaucoup pour cette super Oui, chronique. peut-être présenter ce dernier. C'est un ouvrage fait par le musée de Cherchel. Il est un peu ancien, mais il se trouve en librairie, il coûte pas cher. Je l'ai acheté à 200 dinars. Super, Pour bah, dire, vous c'est pourrez beaucoup l'acheter, de culture. c'est un super. Oui. Pour les gens qui aiment La culture, le la patrimoine, mythologie, les sculptures, la mythologie les aussi. statues, la mythologie, tout y Voilà, est. un super bouquin qu'on vous conseille tous de lire. Oui, bien sûr, et surtout celui de Sabah Foddi, hein, elle a eu un prix pour ça, et on peut refaire Balek. Oui, on va essayer de le mettre à Il côté. a été fait aux éditions du TEL, Super, édition algérienne. génial. Elles sont belles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer, moi toujours, vous avez certainement, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Alors, dis-moi, Oui, Mariam, oui. est-ce qu'il y a de la lavande à Cherchel? Oui, il y a de la lavande stéchère, généralement. C'est pas de la lavande officinale, donc alors regarde, on va juste faire un petit peu, je vais te faire sentir ça. Ah Ouh, j'en ai oui, mis oui, partout. j'adore, c'est des Alors. travaux pratiques. Moi aussi j'en veux. Alors, Attends, tiens, Oui, non, un peu, pas tout. Je prends Voilà. pas tout. alors ça c'est de la lavande officinale. C'est celle, c'est celle avec laquelle on fait les huiles essentielles. Il y a plusieurs variétés de lavande. On dit que j'en ai mis qu'un ami partout, c'est merde. Heureusement que ça sent bon. Donc la lavande, on dit qu'elle est originaire de Perse, mais il faut savoir qu'elle s'est très très bien acclimatée au niveau de tout le bassin méditerranéen. Celle qu'on retrouve le plus souvent, donc à Cherchel ou un peu partout, c'est la lavande stéchère, donc qu'on appelle le plus souvent el hilhal. Donc c'est celle-là. Ah, c'est ça Oui, finalement. oui. Tu m'avais dit tout à l'heure qu'elle avait une petite mine. Ah, la petite. Ouais, elle est là, elle nous regarde timidement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Exactement, parce qu'en fait, c'est pas la période. Donc, la lavande stéchère, donc qui est le hilhal, pousse pendant le printemps. Donc, c'est D'accord. vraiment le moment où elle fait ses fleurs, où on récolte. C'est curieux, on a l'impression que c'est une fleur d'été. Ben oui, comme je t'avais expliqué, il y a plusieurs variétés. La lavande officinale, celle que tu as là, tu verras au niveau de... On vient de l'avoir passé à l'image. Voilà, alors exactement. Donc la tige est beaucoup plus, on va dire, l'épi est beaucoup plus grand, ce qui concerne la lavande officinale. Par contre, la lavande stéchère, donc El Hilhal, lui, a une fleur beaucoup plus petite et elle est comme ça, elle est de couleur beaucoup plus foncée. Donc au printemps, elle est, on va dire, elle est violette qui va vers le bleu. C'est son rétral là qu'on a acheté. Ah oui, t'as vu qu'elle est. Oui, voilà, l'autre colonne, la fameuse haute colonne. Et là, donc si je comprends bien, donc là, c'est pour faire des huiles essentielles. Exact. On en fait toutes les deux. Ah, toutes les deux. Oui. D'accord. Par contre, elle, ça sera de l'huile essentielle de lavande officinale, donc celle que l'on retrouve le plus souvent dans les parfums, dans les shampoings et tout ce qui s'ensuit. Donc généralement, elle est beaucoup utilisée dans tout ce qui est, on va dire, parfumerie et tout ce qui va avec. Par contre, celle-là, on va dire que l'odeur n'est pas la même. L'odeur de la lavande vraie, ou si on l'appelle ou officinelle ou la lavande vraie, elle ira beaucoup plus pour les parfums. Son odeur est beaucoup plus raffinée. Mais pour la lavande stéchère, donc El Hilhal, elle va plutôt aller dans tout ce qui est pharmaceutique. C'est plutôt ce domaine-là. On voit à l'image actuellement un super champ de lavande. De lavande, donc connu. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est coloré. Oui. Alors Grasse a été pendant longtemps et reste encore jusqu'à aujourd'hui donc le pays des huiles essentielles, de tous ces parfums que l'on extrait des fleurs. Et donc pour la lavande, maintenant, au mois de juillet, août, ce qu'on va retrouver, ça sera la lavande vraie, donc cette lavande-là. Celle-là. Exactement. On ne la retrouve pas partout. Il faut savoir que quand même c'est une plante qui est délicate, c'est une plante qui ne vous poussera pas dans un pot, même si vous l'achetez en pot, oui. Même si vous l'achetez en pot. À la maison. Non, si vous avez un jardin. Oui, si D'accord, vous avez un jardin. ça reste quelque chose d'assez sauvage. Exactement. Qui doit pousser à l'extérieur. Alors, exactement. C'est une plante qui aime les sols rocailleux, qui aime les sols pauvres, qui aime la chaleur aussi, même limite la sécheresse, de façon à ce qu'elle fasse pousser son épi et que l'épi soit beau. Je me disais pourquoi j'avais l'image d'une plante d'été. Eh ben voilà, effectivement. C'est pour ça. Oui. Donc, dès qu'on sent la lavande, pour nous, c'est la farniente, c'est l'été, c'est
C'est les très cigales, apaisant. c'est les belles odeurs, c'est les beaux senteurs. Exact, c'est les vacances surtout, ça sent Ah les oui, les vacances. après-midi chez mamie. Oui, exactement. Faut faire la sieste, allez, C'est ça, reposez-vous. c'est ça, cachez-vous. Mais après, moi, mon petit doigt m'a dit, Oui. hein, en la personne d'une de nos collègues, Oui. que ça se faisait aussi en couscous. Ah oui. Exactement. Oui, je l'ai mangé. Alors, pour celle-là. Alors, regarde, j'ai même fait des recherches. À Sérieux? Miliana. À Miliana. Et aussi à Alger. C'est vrai. Par contre, il faut aimer parce que ça a un goût quand même assez amer. Il faut savoir que c'est amer parce que la fleur est, on va dire, un petit peu amère. On la mélange avec le couscous. Par contre, pour les vertus, c'est vraiment des vertus extraordinaires parce qu'on sait très bien qu'au départ, c'est vrai qu'on la mettait pour laver le linge et tout à l'époque romaine et tout ce qui s'ensuit déjà, elle était utilisée. Mais petit à petit, on savait très bien qu'elle avait d'autres vertus, donc qui est calminative, elle calme, elle est reposante. Il faut savoir qu'on met quelques gouttes de lavande. Alors la faire sécher toujours la tête à l'envers. Ah oui, toujours. Donc Comme quand ça. on prendra un bouquet, oui, de façon à ce que toutes les fragrances, toutes les odeurs restent au niveau des, Mais au niveau des fleurs. et qu'elles descendent Pratiquement. pas. Pour avoir l'odeur. Bah, c'est normal, tariqa. c'est normal, c'est normal. Il faut frotter L'odeur parce qu'elle est- magnifique. parce que c'est pas celle de cette année. Il faut savoir que ça c'est de la lavande de l'année dernière. D'accord. Et ça se conserve. Ah, c'est pour longtemps. ça qu'elle a une petite mine aussi. Oui, non, oui, mais généralement, dès qu'elle sèche, elle a cette mine-là. Il faut... faut pas croire qu'elle va rester. Ah, je sais violette. pas, moi j'apprends. hein. Voilà. Donc, c'est celle de l'année dernière, la cueillette pour cette année, mais elle a encore un petit peu. Ça va se faire vers la fin du mois d'août. Et ces dernières années, on commence à planter la lavande officinale, la lavande vraie, pour en faire des huiles essentielles, pour la simple et bonne raison que la demande des huiles essentielles est, on va dire, est revenue en force ces dernières Ah. années. Oui. Est-ce Donc ça que se tu as vend une beaucoup explication par rapport à ça, à cette Parce force que- de demande? Oui, en fait, cette forte demande, c'est que les gens reviennent un petit peu à tout ce qui est Naturel. nature. Donc, on ne veut plus acheter des parfums ou des produits comme ça déjà préparés. De la Il y a chimie. énorme, voilà, exactement. Donc, on a un petit peu peur des produits préparés, tout ce qui s'ensuit de la grande industrie. Donc, les gens commencent à retourner vers ça. Il y a des savons naturels qui se font à base d'huiles essentielles, de lavande. Il y a aussi, pas uniquement des savons, il y a des crèmes, des bougies, Oui. oui, voilà. Donc, vraiment, on on les rentre. appelle, tu sais, tu allumes et ça diffuse dans Exactement, les pièces. donc des diffuseurs de lavande. Voilà, d'huile essentielle. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la Et ça coûte symbolique cher. de la lavande? Alors, la symbolique de la lavande, généralement, c'est une plante qui symbolise la tranquillité, la paix. Mais après plus, je ne sais pas, dans chaque civilisation, elle a une signification bien précise. Chez nous, non, c'est pas une fleur qui a été cultivée à grande échelle comme dans d'autres pays, comme de l'autre côté du bassin méditerranéen. Chez nous, ça a toujours été la petite lavande qu'on mettra dans des petites Goussettes. Voilà, comme moussettes et qu'on mettra dans les armoires pour parfumer. et voilà. Pour fabriquer des souvenirs aux Et pour les petits-enfants. manger aussi. Voilà, on donne du travail, vas-y. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte dans les 700 dinars, donc les 10 millilitres. Donc le petit flacon coûte ça se 700 trouve dinars où? et tout de On les trouve où? On le trouvera juste par exemple sur internet. Tu trouveras des personnes qui font l'extraction de l'huile essentielle et tu la trouveras, on va dire, à 700, 800 dinars les 10 millilitres. Voilà. Sans les frais de transport. Sans les frais de transport. Maintenant, si on y va, on aura les frais de transport en moins. Mariam Moussaïd, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à la À lavande? propos de la lavande, je vous dirais tout simplement que si vous voulez avoir de la lavande stéchère, donc le hilhal, dans votre balcon, vous pouvez l'avoir, il poussera, il tiendra pendant des années, il aura un petit peu comme ça une petite mine un peu rabougrie pendant l'été parce que c'est pas sa période, mais dès qu'il arrivera le printemps, dès que le printemps arrivera, il reprendra du poil de la bête et vous aurez ce beau bouquet bleuté pendant le printemps. Bon, surtout. Par contre, c'est pas juste. Il y a un entretien spécial parce que moi, je n'y arrive pas. j'ai- Alors, Voilà, c'est à propos de ça. Par contre, si vous voulez avoir de la vraie lavande, Oui. il faut avoir un jardin. Donc mettez-les dans le Super. jardin, pas plus. Voilà. Très bien. Mariam Moussaïd, merci beaucoup pour ta Merci. chronique Convert qui nous a appris Merci. beaucoup de choses sur la Merci à lavande. toi. Samira Hadjamar, merci également à toi d'avoir été aussi parmi nous sur ce plateau. Tu nous as Merci. parlé des mosaïques de Cherchel, de l'histoire de Tétis, je vais y arriver, Oui. et Pelé, pas Pelé. le joueur de foot Pelé. Oui. Voilà. Oui, peut-être rappeler que Cherchel, bien sûr, c'est la ville de naissance de Assia Djebar. Oui. Assia Djebar, Allah yarhamha, grand écrivain, immortel. Oui. Elle a siégé à l'Académie française, mais surtout, elle a été la première femme à produire un film documentaire. Et elle, justement, c'était pour la protection du patrimoine musical Voilà. chinoïen. Et on Et on termine. salue, bien sûr, Bilal. On terminera sur cette note. On termine sur un de tes sujets. On termine sur le cactus. qui s'y cher frotte, télé- s'y pique. Pique. Donc, Voilà. Qui s'y frotte, s'y pique, sujet de Mariam Moussaïd sur les cactus.
Alors après ce sujet qui pique, on va enchaîner avec une nouvelle qui pique aussi, malheureusement. Avec notre expert sport, Moussa Hamani, est aujourd'hui avec nous pour nous parler de la finale de la CAF hier entre la JS Kabylie et le Raja de Casablanca. Moussa, bonjour, merci d'être Bonjour parmi nous. Samy, c'est un honneur. Ben écoute, pour moi, Pépito. Ah ouais, mais Pépito, ils sont à la maison. Ils font dodo. Il pépite. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va. On aurait aimé donc souhaiter commencer avec une bonne nouvelle. C'est ce qu'on avait promis la semaine dernière. C'est ce qu'on espérait surtout. Oui, surtout la seule équipe qui a atteint la finale, c'est l'équipe algérienne, après la déception du CR Belouizdad et du Mouloudia d'Alger. Un très beau parcours de la JS Kabylie cette saison, alors qu'ils avaient mal entamé la saison avec des défaites. Et depuis l'arrivée du Français Denis Lavagne, la JSK a retrouvé sa stabilité, a enchaîné les victoires et elle se retrouve en finale de la Coupe de la CAF pour jouer, essayer de décrocher son 7e sacre africain. Ça n'a pas été le cas. Grosse déception certainement chez les supporters de l'équipe algérienne, la JS Kabylie. Et il faut dire que la JSK a tout fait pour gagner ce match. Malheureusement, les Marocains du Raja de Casablanca étaient bien meilleurs, notamment en première mi-temps où ils avaient tout scellé avec 2 buts signés Sofiane Rahimi à la 5e minute et ensuite à la 14e minute Ben Malango qui a inscrit le second but. Le but de la JS Kabylie est intervenu à la 46e minute au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Zakaria Boulhia. On aurait pu remettre les pendules à l'heure, juste notamment après la sortie du joueur Rahimi, expulsé du terrain, le joueur du Raja de Casablanca. Les Kabyles ont tout fait hier pour revenir à la hauteur de leur adversaire, mais malheureusement, même nos encouragements et nos prières n'ont pas suffi. Et surtout notre espoir n'a rien donné. Défaite 2-1. Comme quoi, en sport, il y a défaite et victoire, joie et déception. Mais moi je regarde positif, ils sont quand même vice-champions. Ça reste quand même quelque chose, comme tu l'as dit, super honorable pour le parcours. Comme parcours cette saison. Déjà, le fait d'atteindre une finale, c'est... Est-ce que tu peux brièvement nous rappeler les moments forts de la saison de la JSK? Je commencerai par des moments difficiles pour la JSK avec changement d'entraîneur. Il y avait un changement d'entraîneur qui est intervenu cette saison. Cette saison, 3 entraîneurs pour la JSK. Pour une saison avec un résultat pareil. Je pense que c'est admirable. C'est un exploit, il faut le dire. Personne ne donnait cher de cette équipe qui avait mal entamé la saison avec un entraîneur tunisien. Ensuite, il y a eu Bouzidi, l'ex-entraîneur du Nas du Sindé, pour un petit peu stabiliser l'équipe. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des défaites à domicile notamment. Et après l'arrivée de l'entraîneur français Denis Lavagne, l'équipe a retrouvé son football, si on peut dire ça comme ça. Et il y a eu des victoires au niveau national face aux grandes équipes du championnat national. Et là, elle joue carrément le podium sur le plan national et sur le plan international. Un podium qui est toujours en jeu. Oui, bien sûr, les 3 premières places pour jouer une des compétitions africaines la saison prochaine. D'accord, très bien. Quels sont les matchs à venir de la JSK? Championnat surtout. D'accord. Se concentrer au niveau du championnat, la Coupe d'Algérie également, avec le NC Magra. Il y a un sérieux coup à jouer pour sauver la saison avec un sacre, pourquoi pas, et une belle place sur le podium. J'espère. Le prochain match, c'est pour quand? La reprise la semaine prochaine, donc c'est juste après. D'accord. Le retour. Et qu'est-ce que en fait, pour en venir au sport, en fait, qu'est-ce qui nous attend comme événement sportif aussi pour cette semaine et pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu nous conseilles de voir? À part moi personnellement la Formule 1 la semaine prochaine. Ah, t'es branché sur Formule 1. Silverstone la semaine prochaine, Verstappen est en tête, c'est une première position, oui, avec. Oui, ils sont premiers. Il y a Sid Ahmed Bouraïeb qui nous fait les brèves chaque lundi dans notre émission 52 minutes chrono. Donc il va chaque lundi, je vais venir me battre avec lui là. Voilà, il faut venir. Je t'invite à participer à un de ces jours pour parler de Formule 1, ça serait bien. Pourquoi pas. Il y a les JO aussi qui approchent. Sinon, il y a les Jeux Olympiques le 23 juillet. L'ouverture est prévue pour le 23 juillet, mais dans des conditions particulières. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement des conditions particulières de cette ouverture cette année? C'est surtout la crise sanitaire qui domine. Surtout l'adaptation à la crise sanitaire, et les Japonais vont tout faire pour. Donc on rappelle que cette année c'est à Tokyo. C'est à Tokyo. Ça devait être déjà en 2020 à cause de la pandémie, donc ça a été décalé à. Toutes les compétitions ont été logiquement reportées.
Et c'est un sérieux coup au portefeuille des Japonais. Donc on a failli frôler le drame économique. T'imagines tous les investissements qui se sont faits à côté pour se retrouver finalement avec des stades complètement construits vides, des logements pour les journalistes, pour les sportifs vides, des terrains là où les terrains au Japon sont très très rares, dans la région de Tokyo. Surtout une perte de 13 milliards de dollars sur le plan économique pour les Japonais. Donc ils doivent sauver, ils doivent organiser à tout prix ces Jeux. Parce qu'on parle de report, on parle d'annulation. Parce que je pense que la population japonaise est contre l'organisation des JO dans les conditions actuelles. À 60-70%, ils étaient contre, mais là, ils sont en train d'adhérer. Ils ont compris qu'il y a d'abord l'enjeu économique, même si on attend surtout du côté humanitaire, on attend. Il faut faire attention avant de prendre des décisions. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect faire attention à toute la population et tous les sportifs qui vont être présents pour ces Jeux. Et je pense qu'ils n'accueillent pas d'étrangers dans le public. Pas de public étranger. Dernière décision, toutes les compétitions se dérouleront à huis clos. Ah, carrément. Donc finalement, c'est un gros coup dur. Notamment pour le marathon et la marche. Donc il n'y aura pas de public sur les routes, pour éviter les attroupements. Pour encourager les athlètes. Mais ils seront normalement à 50%. Le public local sera à 50% dans les enceintes sportives. Donc les enceintes sportives seront remplies à 50%. Et nos équipes JO, elles sont déjà parties ? Pour le moment, on est à 42 athlètes qualifiés. On attend la confirmation des différentes fédérations internationales pour finaliser les listes qui doivent participer. Mais sinon, on pense atteindre les 45 athlètes. La première délégation, le premier départ est prévu pour le 16 juillet. Donc dans quelques jours, dans une semaine. Dans quelques jours. Vendredi prochain d'ailleurs. Voilà, et la chef de délégation, Hassiba Boulmerqa, l'ex-championne olympique, partira, elle, pour préparer l'arrivée de la délégation algérienne le 14 juillet. Donc elle partira mercredi prochain. La première délégation les rejoint le vendredi. Pour un début des hostilités, à quelle date ? Première compétition, ça sera le 23, le jour de l'ouverture, à l'Aviron pour entamer la compétition avec Aït Mouloud et le duo Aït Mouloud et Sidi Ali Boudina. Sidi Ali Boudina qui avait déjà participé aux Jeux de Rio, il a réalisé un exploit en atteignant les quarts de finale. Très bien. Et Amin Arouf. Super. Moussa Hamani, merci beaucoup. Je rappelle que tu étais là pour nous parler de la finale JS Kabylie Raja Casablanca qui malheureusement a vu la défaite de la JSK. Mais un parcours honorable et admirable qu'on retiendra au vu de leur parcours cette saison. Nous tenons toute l'équipe de Brise d'été à féliciter notre réalisatrice Nadia Driss pour le succès de sa fille Neila Driss au BEM. Bravo à toi Neila. Bravo. Et on félicite aussi tous ceux qui ont été admis et reçus à l'examen du BEM. Nous, de notre côté, on se dit à vendredi prochain. Je rappelle que Brise d'été, c'est tous les vendredis et samedis de 9h à 10h30 et tous les dimanches, comme aujourd'hui, de 8h30 à 10h. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi. À très bientôt les amis. Ciao!